Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Hell in a Cell, le pay-per-view de la WWE qui avait lieu hier soir. Et honnêtement, c'était un très bon pay-per-view. Donc on va revenir sur tous les résultats dans cette vidéo. Mais d'abord, comme d'habitude, je tiens à vous remercier car hier soir, vous étiez avec moi pour suivre Hell in a Cell. En effet, nous étions ensemble d'abord à 20 h sur Twitch pour le kick-off. Puis on s'est retrouvés tous ensemble à minuit sur YouTube pour le live réaction. Et il faut savoir qu'on était en moyenne 1200 durant toute la soirée, avec un pic à plus de 1500 personnes, donc merci à tous. On démarre directement avec le kick-off, deux choses à dire par rapport au kick-off. Donc d'abord, on a eu un match pour le titre 24/7, avec le champion R-Truth qui a battu Drew Gulak. Puis à la fin du kick-off, nous avons le droit à un speech de Mustafa Ali qui est dans les vestiaires, avec rétribution, et Mustafa Ali lance un défi au Hurt Business. Il propose à MVP d'avoir un match ce soir lors de Hell in a Cell, avec un membre de rétribution contre un membre du Hurt Business. Et alors que le kick-off se termine, les présentateurs nous annoncent que la carte principale va directement commencer avec le Hell in a Cell I Quit match entre Roman Reigns et Jey Uso. Je ne pensais pas que la WWE allait démarrer la soirée avec Roman Reigns contre Jey Uso, qui était le match qu'on attendait le plus hier soir. Et honnêtement, c'est le match sur lequel j'ai le plus de choses à dire. Donc d'abord, on a Jey Uso qui fait son entrée dans une magnifique tenue blanche avec un collier à fleurs blanc. Puis nous avons l'entrée du Big Dog Roman Reigns, bien entendu, accompagné par Paul Heyman, qui encore une fois a été parfait dans son rôle hier soir. Dès le début du match, les cousins sont face à face dans le ring et Jey Uso insulte un petit peu Roman Reigns en lui disant qu'il a changé. Et Roman Reigns répond que oui, il a changé pour pouvoir protéger leur famille, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Puis le match démarre et au début, Jey Uso s'en sort plutôt bien. Il effectue notamment plusieurs dives sur Roman Reigns qui jette Roman Reigns contre la cage à l'extérieur du ring. Je rappelle bien entendu que dans un I Quit match, on ne peut pas gagner le match par tombée ou par soumission. Pour remporter le match, il faut s'acharner sur son adversaire jusqu'à ce qu'il prononce les mots I quit, c'est-à-dire j'abandonne. Donc durant le match, vous avez l'arbitre qui va voir à chaque fois Roman Reigns ou Jey Uso quand ils sont mal en point pour leur demander s'ils abandonnent. Roman Reigns a rapidement repris l'avantage et il a porté 2 spears à Jey Uso. Puis Roman Reigns voulait porter un 3e spear en moins de 5 minutes, mais Jey Uso a réussi à le contrer et derrière Jey Uso s'est emballé. Il a porté un super kick et 2 grosses splash à Roman Reigns, donc l'arbitre a demandé à Roman Reigns s'il souhaite abandonner. Mais Roman Reigns a dit que le chef de famille n'abandonne pas. Puis il y a eu toute une phase avec une strap, donc une sorte de câble en cuir. Jey Uso a fouetté Roman Reigns, puis Reigns a également fouetté son cousin. Le match était vraiment très intense, il n'y avait pas forcément 10 000 prises. L'objectif hier soir, c'était pas d'avoir des Canadian Destroyers, des 450 Splash ou je ne sais quoi. Hier soir, ce qui comptait lors de ce match, c'était l'histoire, c'était la psychologie, c'était la storyline, le storytelling lors du match. Au bout d'une vingtaine de minutes, on va dire que Roman Reigns a réussi à totalement prendre l'avantage sur Jey Uso et ça a commencé avec sa nouvelle prise de soumission, le guillotine choke, donc un étranglement avant. Roman Reigns a porté ce guillotine choke à Jey Uso et Jey Uso s'est effondré, il est tombé dans les vapes, mais il n'a pas prononcé les mots I quit, donc l'arbitre ne pouvait pas arrêter le match. Donc là, Roman Reigns se pose à côté de son cousin et il lui explique que tout ce qu'il a à faire, c'est de reconnaître que Roman Reigns est le chef tribal et dire qu'il l'abandonne. Car Roman Reigns dit à son cousin que s'il n'abandonne pas maintenant, Roman Reigns va devoir passer à un autre niveau, au niveau supérieur. Et à ce moment-là, la caméra nous montre Paul Heyman pendant quelques secondes, mais on peut voir un Paul Heyman qui est choqué, car il sait ce que Roman Reigns a à faire, et il a peur pour Jey Uso. Jey Uso n'abandonne toujours pas, donc Roman Reigns le tire vers le bord du ring, pour lui porter son fameux drive-by kick. Roman Reigns le porte une première fois, Jey Uso est KO mais il n'abandonne toujours pas, donc Roman Reigns va chercher un bout des escaliers en métal et il place la tête de Jey Uso entre les escaliers et entre le poteau du coin de ring. Puis là, Roman Reigns va porter un nouveau drive-by kick sur les escaliers qui explose la tête de Jey Uso. Donc là, autant vous dire que Jey Uso était totalement KO, mais il n'avait toujours pas abandonné. Du coup, l'arbitre allait arrêter le match, mais Roman Reigns a dit à l'arbitre que ce n'est pas à lui de décider, ce n'est pas à lui d'arrêter le match. Et Roman Reigns s'en est pris à l'arbitre, il a jeté l'arbitre par-dessus la 3e corde. Du coup, un autre arbitre a cassé la chaîne qui enfermait les 2 catcheurs dans la cage, et nous avons des arbitres et des officiels qui montent sur le ring pour essayer d'arrêter Roman Reigns. Mais Roman Reigns n'a pas fini, il veut que Jey Uso admette qu'il est le chef tribal. Donc Roman Reigns va chercher un autre bout des escaliers, il le jette dans le ring et il le place sur Jey Uso. Encore une fois, Roman Reigns dit qu'il ne comprend pas Jey Uso, car tout ce qu'il a à faire c'est abandonner et dire que son cousin est le meilleur.
Et là, Roman Reigns soulève les escaliers en métal, donc on pense qu'il va tuer Jey Uso littéralement. Mais là, vous avez Jimmy Uso qui rentre dans la cage et il se jette sur son frère pour le protéger une nouvelle fois. Et Jimmy Uso est en larmes, il demande à Roman Reigns, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas toi ça. Rappelle-toi de qui tu es et rappelle-toi qui nous sommes. Jimmy Uso dit à Roman Reigns que ce n'est pas la personne qu'il est, et peu importe le problème entre eux, ils vont régler les problèmes, ils vont parler. Donc on peut voir Roman Reigns qui écoute son cousin, et petit à petit Roman Reigns s'effondre, et il se met à pleurer. Et on peut littéralement le voir en train de pleurer. Donc vraiment bravo à Roman Reigns hier soir, et bravo aux Usos, parce que leur jeu d'acteur était incroyable durant le match. On peut voir Roman Reigns qui est au sol et qui se remet totalement en question. Roman Reigns marmonne et il dit qu'il ne sait plus qui il est. Jimmy Uso tend sa main vers Roman Reigns, et Roman Reigns attrape la main de Jimmy Uso. Donc on pense que c'est la réconciliation, mais non! Roman Reigns porte son guillotine choke, sa prise de soumission, à Jimmy Uso qui est encore blessé, qui ne peut pas catcher actuellement. Donc on a Jimmy Uso qui ne peut rien faire, qui est en train de souffrir, et il tire la main de son frère, il tire la main de Jey Uso qui est en train de se réveiller. Jey Uso se rend compte de ce qui se passe, donc Jey Uso prononce les mots « I quit », il l'abandonne pour protéger et pour sauver son frère, Jimmy Uso. Derrière, nous avons un Paul Heyman totalement choqué, qui monte sur le ring pour donner le titre à Roman Reigns. Et Roman Reigns soulève la ceinture devant ses cousins avec un petit sourire en coin, car Roman Reigns peut maintenant clairement dire qu'il est le chef tribal. Donc il s'en va, il remonte la rampe avec Paul Heyman. Paul Heyman est 1 mètre derrière son client, et encore une fois, quand vous regardez Paul Heyman, il avait l'air tellement choqué, et c'est pour ça que Paul Heyman est là, c'est pour cette raison. Je vois des personnes qui se plaignent en disant que Paul Heyman n'arrive pas à se mettre en avant aux côtés de Roman Reigns, mais son rôle n'est pas de se mettre en avant, et le rôle d'un manager n'est jamais de se mettre en avant. Le rôle d'un manager, c'est de mettre en avant son client et de réagir par rapport aux actions de son client. Et là, Paul Heyman le fait parfaitement actuellement. Et alors que Roman Reigns monte la rampe, on peut voir que Afa et Sika, les Wild Samoans, sont au niveau de l'entrée. Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Afa est l'oncle de Roman Reigns et des Usos, et Sika est le père de Roman Reigns, donc l'oncle des Usos, et ce sont en gros deux des aînés de la famille, les 2 membres les plus respectés, on va dire, de la famille, et 2 anciens catcheurs de la WWE. Et là, on assiste encore une fois à un très beau moment dans cette storyline, car je pensais peut-être que Afa et Sika allaient être un petit peu dégoûtés par le comportement de Roman Reigns, mais au contraire, Afa et Sika prennent Roman Reigns dans leurs bras, et on va dire que c'est un petit peu le moment du couronnement de Roman Reigns, le moment où les aînés ont accepté que c'est bien lui maintenant le chef tribal, c'est lui le chef de famille. Donc forcément je vais être un peu plus long par rapport à ce match que les autres, mais c'est parce qu'il faut que je vous précise à quel point ce match était génial, en tout cas à quel point je l'ai trouvé génial. Et du coup maintenant on attend tous SmackDown avec impatience, car comme Jey Uso a perdu, maintenant il va devoir faire un choix. En effet, suite à sa défaite, Jey Uso va devoir choisir, soit il accepte de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal et d'être sous les ordres de Roman Reigns, soit il sera exclu de la famille, mais pas seulement Jey Uso. Si Jey Uso n'accepte pas d'être sous les ordres de Roman Reigns, il faut savoir que Jey Uso, Jimmy Uso, leurs femmes et leurs enfants seront exclus de la famille et reniés par la famille. Donc bien entendu, rendez-vous samedi sur Catch Club pour la review de SmackDown, où on verra quel sera le choix de Jey Uso. Bon, je vais être beaucoup plus rapide sur le reste de la carte. On enchaîne avec un match entre Jeff Hardy et Elias. Honnêtement, on n'était pas vraiment très intéressé par ce match, et le match ne nous a pas vraiment emballé. Au bout d'environ 8 minutes, Elias était à l'extérieur du ring, et il est allé chercher sa guitare pour frapper Jeff Hardy, mais Jeff Hardy a chopé la guitare, et il l'a explosé sur le dos de Elias. Mais du coup, forcément, Jeff Hardy s'est fait disqualifier, donc Elias remporte le match par disqualification. Puis on continue avec Otis, accompagné par Tucker, contre The Miz, accompagné par John Morrison, pour la mallette Money in the Bank. Car pour ceux qui ont raté le dernier épisode de SmackDown, je rappelle qu'il y a eu le procès d'Otis, et que JBL a jugé qu'Otis devait remettre sa mallette en jeu lors de Hell in a Cell. Dès le début du match, John Morrison est intervenu plusieurs fois, et au bout d'un moment, il a même chopé la mallette Money in the Bank pour frapper Otis. Mais alors qu'il allait frapper Otis, l'arbitre s'est retourné à temps, et l'arbitre a vu John Morrison, donc elle a décidé de renvoyer John Morrison dans les vestiaires. Et regardez ce que je me suis dit hier soir lors du live à ce moment-là. L'arbitre qui renvoie John Morrison dans les vestiaires, et là, mesdames et messieurs, d'un coup j'ai peur. D'un coup j'ai peur parce que je sais pas pourquoi, je me dis qu'il reste plus que Tucker au bord du ring, et j'espère tout de même qu'on va pas avoir le droit à un heel turn de Tucker qui va aider The Miz. Parce que forcément, là, ça devient une possibilité.
En effet, dès que l'arbitre a renvoyé John Morrison dans les vestiaires, j'ai directement senti un heel turn de Tucker, car c'est un schéma qui est déjà arrivé plusieurs fois à la WWE. On renvoie l'une des personnes au bord du ring dans les vestiaires en se disant que le face ne va pas attaquer, et là on a le droit à un heel turn, et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Alors que Otis est en train de dominer le match, d'un coup, nous avons Tucker qui frappe Otis avec la mallette Money in the Bank. Et derrière, bien entendu, The Miz n'a plus qu'à couvrir Otis pour la victoire. Donc The Miz devient Mr. Money in the Bank. Et quelques instants plus tard, nous avons le droit à une interview de The Miz et John Morrison dans les coulisses. Et The Miz nous dit que Otis s'est moqué de cette mallette ces derniers mois, mais The Miz va enfin traiter le contrat Money in the Bank comme il se doit. Puis The Miz lance un avertissement au champion WWE et au champion universel. Et là nous avons Tucker qui arrive dans les parages, donc The Miz et John Morrison sont tout gentils avec Tucker, mais Tucker n'en a rien à faire et il explique qu'il n'a pas fait ça pour The Miz. Donc là nous avons les explications de Tucker, et Tucker nous dit que depuis le début, c'est lui qui porte l'équipe sur ses épaules, c'est lui qui fait tout pour cette équipe, mais au final c'est tout le temps Otis qui est mis en avant, et les gens se fichent de Tucker. Tucker nous dit que Otis ne peut pas fonctionner sans lui, il ne peut même pas faire ses lacets sans Tucker. Et là nous avons un Otis enragé qui débarque, et qui attaque tout le monde, The Miz, Morrison et Tucker. Et honnêtement, pour donner mon avis par rapport à ce changement de mallette Money in the Bank, personnellement, je ne suis pas emballé, car il faut comprendre que Otis avait gagné cette mallette à la base sans tricher, de manière totalement juste, donc ça veut dire que les scénaristes avaient décidé de donner la mallette à Otis, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les scénaristes au final ont changé d'avis, c'est pas cool par rapport à Otis, donc moi j'aurais préféré qu'il tente le coup avec Otis, même si c'était au final pour lui donner la ceinture que pendant 3-4 semaines. On enchaîne avec le second Hell in a Cell match de la soirée pour le titre féminin de SmackDown, avec la championne Bayley contre Sasha Banks. Et lors de ce match, on a eu beaucoup d'armes qui étaient utilisées. Il faut savoir qu'à la base, Bayley voulait utiliser une chaise, puis des candlesticks, mais Sasha Banks se débarrassait de toutes les armes pour qu'on ait un vrai combat juste à main nue. Mais petit à petit, les catcheuses ont bien utilisé les chaises, les candlesticks, donc le match avait ce côté hardcore, mais bien entendu hardcore 2020, car comme vous le savez, maintenant la WWE est beaucoup moins hardcore qu'à l'époque. Et au final, au bout d'environ 26 minutes, Sasha Banks a réussi à porter son bank statement à Bayley, et en même temps, elle avait bloqué la tête de Bayley dans une chaise, et elle frappait cette chaise avec sa jambe. Donc Bayley qui était en train de se faire détruire sa tête, et au final, elle n'avait pas d'autre choix, elle a dû abandonner. Donc Sasha Banks est la nouvelle championne de SmackDown, et elle met fin au règne de Bayley qui a duré 380 jours. Donc bravo Sasha Banks, et bien entendu bravo également à Bayley qui s'est totalement renouvelée, qui a totalement renouvelé son personnage ces derniers mois. Maintenant j'imagine que Bayley va directement jouer sur le point faible de Sasha Banks, c'est-à-dire le fait que Sasha Banks n'arrive pas à conserver ses titres habituellement. On passe ensuite en coulisses et on retrouve Charly Caruso avec les membres du Hurt Business, et on comprend que le Hurt Business a choisi Bobby Lashley pour affronter un membre de Rétribution, et MVP a choisi que ce membre de Rétribution soit Slapjack. Donc dans un instant on va avoir Lashley contre Slapjack, mais MVP dit qu'il veut ajouter un petit peu plus d'enjeu à ce match. Déjà, il propose qu'aucun membre du Hurt Business ou de Rétribution soit au bord du ring durant le match, pour qu'on ait un vrai 1 contre 1. Et MVP explique également que Bobby Lashley propose de mettre en jeu son titre des États-Unis lors du match. Donc on enchaîne avec Bobby Lashley contre Slapjack pour le titre des États-Unis. Et malheureusement, on a eu le droit à un match plutôt court de moins de 4 minutes, où Slapjack s'est fait quasiment totalement dominer, et au bout de 4 minutes, il a abandonné suite au Hurt Lock, le Full Nelson. Mais directement à la fin du match, les membres de Rétribution viennent attaquer Bobby Lashley, et Bobby Lashley s'est débarrassé de Rétribution quasiment tout seul, alors que le Hurt Business arrivait pour aider Lashley. Donc quand le Hurt Business arrive sur le ring, il ne reste plus que Mustafa Ali, et au final, il réussit à sortir du ring, et il s'enfuit avec Rétribution. Mais du coup, encore une fois, Rétribution qui a zéro crédibilité, ça en devient presque horrible pour les catcheurs qui font partie du clan, parce que là, en fait, ils sont sacrifiés. Car Rétribution et Raw Underground sont deux storylines qui ont un petit peu été lancées à l'arrache, dans l'urgence, car la WWE était en train de paniquer à cause de la baisse des audiences. Et maintenant, quelques semaines plus tard, Raw Underground a déjà disparu, et Rétribution est un clan qui est vraiment maltraité au sein de la WWE, donc c'est super dommage pour les gens qui font partie de ce clan. Derrière, nous avons droit à une publicité pour le prochain pay-per-view de la WWE, les Survivor Series qui auront lieu le 22 novembre,
Et la fédération nous annonce que lors des Survivor Series, on va fêter les 30 ans de carrière de The Undertaker, car pour rappel, bien entendu, The Undertaker a effectué ses débuts lors des Survivor Series 1990. Et d'après les rumeurs, The Undertaker va sûrement apparaître lors du show. On passe maintenant au main event de la soirée, Drew McIntyre contre Randy Orton pour le titre WWE. Et la première chose étonnante, c'est que Drew McIntyre est le premier à faire son entrée, alors qu'habituellement la tradition veut que le champion fasse son entrée en dernier. Donc McIntyre fait son entrée, et d'un coup on peut voir un caméraman derrière McIntyre qui pose la caméra, et il s'agit de Randy Orton qui était déguisé. Donc Randy Orton essaye d'attaquer McIntyre par derrière, mais McIntyre voit Randy Orton et il ne se laisse pas faire. Les deux catcheurs commencent à se battre à l'extérieur de la cage, puis ils rentrent dans la cage, et le match démarre, et l'arbitre cadenasse la cage avec une chaîne. Mais quelques minutes plus tard, Randy Orton va chercher une pince, il brise la chaîne, et il quitte la cage et il commence à remonter la rampe, comme s'il voulait quitter le match. Mais au final, bien entendu, McIntyre va chercher Randy Orton, donc les deux catcheurs se battent à l'extérieur de la cage, et au bout d'un moment, Randy Orton regarde en haut de la cage, et il décide de monter. Donc Orton monte, McIntyre le rejoint. Il faut savoir que Randy Orton avait prévu son coup et il avait une barre métallique sur la cage. Donc les deux catcheurs se battent un petit peu sur la cage, mais très rapidement Randy Orton décide au final de redescendre. Donc on sent qu'en fait c'était surtout une phase de transition qui va sûrement nous mener à une chute. Du coup les deux catcheurs commencent à redescendre la cage, ils se retrouvent sur le côté de la cage où juste en dessous il y a la table des commentateurs. Et une fois qu'ils sont plus ou moins au milieu, ils commencent à se mettre des coups, et Randy Orton réussit à faire tomber Drew McIntyre qui passe à travers la table des commentateurs. Et suite à cette chute, honnêtement Drew McIntyre n'était plus le même, cette chute lui a fait énormément de mal. Donc ensuite Randy Orton a ramené McIntyre dans la cage, et forcément Orton était plutôt en train de dominer, mais McIntyre a essayé d'utiliser ses dernières forces pour contrer Randy Orton et lui porter un Claymore Kick. Orton se prend le Claymore Kick, mais derrière de manière très intelligente, il sort du ring pour que McIntyre ne puisse pas effectuer le tombé. Donc McIntyre est sorti du ring, il est allé chercher Randy Orton, il l'a ramené dans le ring et il a essayé de lui porter un second Claymore Kick, mais Randy Orton s'est jeté au sol et il a esquivé le Claymore Kick, puis il a enchaîné avec son RKO pour la victoire. Donc Randy Orton est le nouveau champion WWE après sa 3e tentative face à McIntyre. Et le show se termine avec cette image de Randy Orton qui soulève le titre, pendant que les commentateurs nous précisent que Randy Orton est maintenant champion pour la 14e fois. Donc bravo la vipère. Donc écoutez, je ne vais pas être plus long pour cette review, car comme vous le savez, on se retrouve mercredi soir à 20 h sur Twitch pour le top et flop de la semaine, où on reviendra longuement sur Hell in a Cell. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur le pay-per-view dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!